Et bonjour et bienvenue à tous sur le podcast des bières et débats. Je suis en compagnie de Radi et Astro. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ouais, Oui. ouais. Vous êtes prêts aujourd'hui à discuter d'un sujet très passionnant qui, je pense, nous sort un petit peu de notre champ habituel. On va parler de quelque chose qui est la première fois un petit peu le sport et mettre ça avec un domaine qu'on connaît un petit peu plus, qui est la géopolitique. Donc ça va pouvoir être intéressant à vue des événements récents, peut-être un petit peu moins récents également, et avoir peut-être un espèce de retour historique et de notre rapport finalement à certains événements sportifs internationaux qui sont des incontournables, hein, qu'on le veuille ou non. À la fin, voilà, on est tous footix pendant la Coupe du Monde et ça nous fait tous très bien plaisir. Donc on va parler de ça un petit peu pendant ce podcast, juste après avoir présenté chacun nos bières. On va commencer peut-être par Radi, parce que finalement c'est rare que Radi commence à présenter sa bière. Et il en a une qui est excellente, d'une très très bonne brasserie en plus. Oui, donc c'est la brasserie Boréal et c'est la Pilsner des mers. Donc c'est très bon. Je pense que j'y ai déjà goûté, mais je pense pas que je l'ai jamais présenté en podcast. Je sais pas je crois que Non, je crois pas. Non, Non. vous l'avez jamais présenté. C'est vraiment une super bonne bière que j'ai déjà goûtée. Et quand je l'ai vue au magasin, j'ai dit il faut que je la regoute en ce moment. Puis je donne mon avis en live à nos auditeurs. Donc voilà. Très bon, c'est génial. Boréal qui est toujours Un incontournable à Montréal. nos incontournables. C'est très bien. De ton côté, Astro, je vois une bière aussi montréalaise, j'ai On l'impression. continue sur les incontournables, c'est une Dieu du ciel, c'est une des plus connues, c'est la solstice d'été framboise. Je me suis dit que c'était le bon moment. Jamais goûté. Saucisse d'été, ouais. Ouais. On est vraiment en saucisse d'été en ce moment. Hein. Ouais, c'est parfait. Et, Il fait 6 degrés, il pleut dehors au mois d'octobre. C'était ça la blague. Ok. On est plus proche du solstice d'hiver. Oui, Et donc voilà, donc non, c'est vraiment c'est un classique Dieu du ciel de base, et celle-là c'est un classique de chez eux, donc voilà. En vrai, je pense que ouais. Ça va toi? D'accord, mais elle est à quoi? Tu peux Solstice nous en d'été parler à un la peu? framboise, c'est à la framboise. C'est juste ça. Bon, d'accord. Non, mais Bière à la c'est- framboise. t'as C'est bien- une bière t'as bien lu ta fruitée canette. à la framboise avec le houblon dedans, c'est nuggets, D'accord. comme les nuggets. Bon, nickel. Mais non, mais voilà, mais c'est vraiment très bon. Mais je te ferai goûter si tu veux. Avec plaisir, ouais. De mon côté, c'est la brasserie de Téliette que j'ai présentée dans un autre podcast précédemment, qui est justement donc une bière qui vient juste à côté de chez moi. Là, ils disent que c'est de la levure scandinave, mais ça a été brassé en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme très précisément. Donc là, on est sur un... Waouh, oui. Alors eux, ils n'ont pas de chiffres, mais par contre, ils ont mis malt au milieu, le houblon au milieu, puis flaveur au maximum. Donc, Est-ce que ça va être mongué? Ah oui, ça c'est la bonne question, c'est vrai, j'ai raté ça dans le précédent. Mais je crois pas C'était qu'elle va une être blanche manguée, dans le celle-là. précédent. Donc, Ouais. je pense Ouais, c'était pas. une blanche, donc très, très peu. Celle-là, c'est une blonde. Je crois pas Donc, qu'elle on va va voir. être... Je pense pas Non, qu'elle va il y être a pas de manguée. chance qu'elle soit manguée, une blonde. C'est ça. Mais bon, voilà, brasserie Télied, pardon. Donc c'est à Comme côté tu es de- laide, mais genre t'es laide comme au Québec. Voilà, comme exactement on comme au parle. Québec. Donc T'es on laide. est à 30 minutes au nord de Clermont qu'elle est faite. Bah écoutez, je vous propose d'ouvrir ces bières, Oui. faire plaisir à nos auditeurs. Alors moi je l'ai décapsulé, donc le bruit est pas le même. Mmh. Petit moment ASMR dans le micro pour le versement des bières. J'aime pas la SMR, moi. En fait, on pisse depuis tout à l'heure dans le verre. Astro va mettre le son à fond On met pas de pour bière. qu'on entende le... Moi j'ai fait On énormément de pisse mousse. dans nos verres. J'ai essayé de faire du bruit, du coup ça a juste fait de la mousse. Bon. Ah, ben ça va. C'est beau, moitié ça. mousse, Un beau, moitié C'est bière. moitié mousse. un beau col. Une belle bière allemande. Justement, l'Allemagne, parlons-en. Ah oui, santé, pardon. Parlons-en de l'Allemagne. Santé bonheur. 39-45, que s'est-il passé? Astro, je vais te Non, défoncer. rien à Ah oui, pardon. Parce qu'on est dit Allemagne, c'est tout. Oui, non, mais oui, j'ai compris. Et je dis, ça n'a aucun Après- rapport, ça a un peu rapport, non? Moi je trouve que c'est un peu un raccourci, mais... Révisionniste. Faut utiliser les bons mots, Mathis. Vous venez d'échapper à 45 minutes de débat très acharné. Oui. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler de géopolitique et de sport. Alors, deux thèmes qui peuvent paraître très loin, parce que c'est vrai que quand on regarde des matchs ou quoi, on peut ne pas se douter de... J'ai deux enfants à côté de moi, c'est-à-dire que Excuse-moi, je touchais présente ma rarement canette. des sujets, mais les deux sont déchaînés. On peut plus, moi. Ils vont se frapper là dans 2 minutes. Là. Mais non, on s'est jamais frappé encore. Ah ouais, Jamais. Non, je pense que j'aurais peur de perdre. Je pense qu'il est vraiment fort. je pense aussi. Vraiment, je mise Moi- sur sa force physique, mais aussi sur ta faiblesse. Donc, Oui, non, mais moi, je. Non, mais la dernière chose qu'il va pouvoir dire, c'est tu feras pas quelqu'un avec des lunettes. Allez, c'est la bonne. C'est sûr, il faut même je t'ai connu, t'avais pas de lunettes. Ouais. Donc, voilà. toujours en avoir dans ses poches.
Bonne technique de survie. Moi, ça n'a pas suffi pour pas me faire taper à l'école. Ah merde. Yes. Bref. Oui, ça va pas bien en ce moment dans ce podcast. Normalisation du harcèlement scolaire. Yes. Donc, bref, tout ça pour dire, on part sur un autre sujet. La géopolitique et le sport, donc un sujet qui peut paraître très lointain pour, c'est vrai, quand on regarde certaines choses, quand on regarde un match de foot ou des choses comme ça, mais qui, quand on regarde un petit peu d'un œil historique, on voit que la guerre froide s'est aussi déroulée dans les Jeux Olympiques. On voit également que, on a eu toute cette histoire au Qatar de... La Seconde Guerre mondiale, hein. Comment ? Ouais, mais c'est pour ça qu'il a parlé de l'Allemagne tantôt. Parce que je pense qu'il va y venir. Ah, d'accord. Ouais. C'est ça. Mais oui, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un pic énorme. Moi, ce que j'aimerais qu'on regarde notamment, c'est comment la géopolitique peut se cacher dans le sport. Comment on peut avoir beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait, beaucoup plus d'interventions, beaucoup plus de moyens qui peuvent être déployés afin que ce qu'on appelle le soft power, donc le soft power, pour le rappeler, c'est tous les moyens que tu vas mettre en œuvre sur la scène internationale pour t'imposer, mais non pas d'une manière militaire ou de propagande forcée, mais à travers des messages beaucoup plus peut-être culturels, beaucoup plus dans la communication, dans les gens, dans les habitudes, pour entrer dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif comme le dominant. Voilà, exactement. Et on l'a vu du coup plus récemment avec la Coupe du Monde de football ou de soccer pour les Canadiens. Merci. Au Qatar. La prochaine Coupe du Monde d'ailleurs qui se déroulera en Amérique du Nord. On le voit aussi, on est fan de Formule 1 avec les nombreuses courses de Formule 1 qu'il y a historiquement dans des dictatures. Notamment, on voit aussi beaucoup de messages de la part de, je pense à Lewis Hamilton avec son casque, avec le drapeau LGBT, notamment dans les pays qui n'autorisent pas ça. En Hongrie, il y avait eu toute cette histoire de drapeau qui avait été mis sur les voitures alpines. Ouais. Donc, on voit que la géopolitique est très présente dans le sport, qu'on le veuille ou non, ou que ce soit des opinions qui peuvent être montées de manière politique à travers le sport. Et on voulait un petit peu ouvrir jeu à la base. J'ai proposé ce sujet, puis on s'est rendu compte très rapidement que ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et revenir donc sur cette période un petit peu post-Seconde Guerre mondiale, jour actuel, où on a à nouveau des conflits qui émergent sur le sol européen avec l'Ukraine et la Russie. Au Moyen-Orient, on a l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ouais. On a aussi, alors évidemment, c'est une actualité très chaude, donc il faut prendre des pincettes, et voilà. Mais on a le conflit israélo-palestinien qui a repris de plus belle. Et voir peut-être auprès de vous, déjà, peut-être ouvrir le sujet de manière moins lourde, sur votre manière, votre relation au sport dans des situations qui peuvent être peut-être un petit peu tendues. Notamment, on voit les prochains JO d'hiver qui vont être tenus en Arabie Saoudite. C'est n'importe quoi, ça. On ne peut pas enlever des considérations géopolitiques l'environnement, de toute façon, mais de manière plus générale, il y a aussi qui va construire ces stades, qui va construire tous ces trucs, bref. Exactement. Beaucoup de choses qu'on peut critiquer, donc éventuellement, si tu veux commencer, Radi, sur ton rapport au sport, comment tu vois ça sur cet aspect? Je crois que premièrement, le sport pour moi, surtout dans les grands rendez-vous internationaux comme ça, comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde, c'est très chauvin, je crois, pour moi, et j'aime bien. C'est le moment où est-ce que nos athlètes canadiens et québécois peuvent s'illustrer, parce que je crois que quand on est au Québec, on a aussi le prisme de, oui, les athlètes canadiens, mais encore plus quand un athlète québécois réussit, on a une petite fierté de plus. Et ça nous met un peu sur la map, dans le sens que être du jour au lendemain, à la fin des années 90, on est devenu une super puissance en ski acrobatique. Ce n'était pas le cas avant, les Américains étaient très bien placés, les Finlandais aussi, tous les grands pays qui ont des grandes montagnes et qui sont capables d'avoir les installations et tout, et je pense que le Canada a vraiment poussé pour ces Jeux Olympiques, et ça faisait quand même aussi, si on arrive, je crois que à partir de 2002 à Salt Lake City, on commence déjà à penser à Vancouver en 2010. Donc, il y a eu un très gros programme. Et ce programme-là, c'est un programme d'investissement de notre argent au Canada pour augmenter, aller trouver les talents pour les amener aux Jeux Olympiques et montrer à la tribune mondiale que le Canada est un pays hivernal et on est les meilleurs en sport d'hiver. Et 2010 reste encore notre meilleure performance à jour. On a gagné la dernière journée 3 ou 4 médailles d'or qu'on n'aurait jamais dû gagner la dernière. Oui, c'est sûr, celle que Sidney Crosby fait le but. C'est sûr que lui, celle-là, on allait la gagner. Les Américains, on n'allait pas leur laisser ça quand même. On n'allait pas rester là tu vois, à rien va. Ouais. Mais
Il y avait Ouais, une je pense question que de fierté Oui, je nationale pense qu'il y a une à question- défendre. C'est ça, aussi. exactement. Je pense que le Canada a inventé le hockey moderne avec ce qu'on lui connaît. Puis on a des équipes qui ont quand même très bien performé, peut-être le siècle dernier. Disons que c'est moins bon depuis le début des années 2000. Mais bon, tout ça pour dire que au niveau politique, je crois que ça donne aussi une légitimité au Canada en disant que c'est pas juste un petit pays de 40 millions d'habitants qui est énorme, mais on est capable de se donner le moyen de nos ambitions. Et sur la scène internationale, on est respecté aussi par rapport à ça. Et je crois que ça fait une super belle outil de propagande positive pour ton pays. Donc c'est un peu ça pour moi. Et malheureusement, la Coupe du Monde, on n'est pas bon. Donc, C'est nul. on a fait la Coupe du Monde au moins cette fois-là. Je vous avez marqué un but, je crois. On a marqué C'était un le but premier depuis les années 80. et on a fait une nulle. Bravo. Waouh. Sur un 0-0 ou sur le but qui a été marqué? Je pense que c'est un 1-1. Donc le seul but que vous avez marqué a fini en Oui, en c'est nul, ça. même Je pas crois en que c'est dans le victoire. même Non, match, on a eu aucune victoire. Ah putain, c'est On a fait triste. 2 défaites, une nulle. Ouais, mais tu vois aussi, c'est pas. C'est encore ça aussi, c'est. Puis je pense qu'on va pouvoir parler plus tard aussi, mais la France qui a énormément investi. Ça faisait quand même longtemps que vous n'aviez pas gagné la Coupe et je crois que depuis les années 90, c'était un peu une certitude que vous alliez gagner bientôt la Coupe parce que ça s'est beaucoup passé avec les pays d'Amérique du Sud et quelques pays européens, puis vous étiez un peu laissé pour compte en faisant nous, non, les Français, on sait jouer au foot. Puis on va leur montrer de quel bois on chauffe aussi. Puis je pense que c'est ça que vous avez montré c'est en quelle année là 2018. Non, la première coupe. 98. 98. 98-2018. Ouais. Puis cette année, il y avait Et la finale de 2006 que j'ai écouté, qui est mon premier gros événement sportif que j'ai écouté de toute ma vie. Moi aussi. Extraordinaire. Ok, Voilà, intéressant. faut voir. Et toi, de ton côté, Astro, est-ce que C'est quoi justement, la question peut-être de manière aussi dans le spectre un petit peu plus politique et de... Moi, j'ai pas répondu à la question. Non, voilà, mais c'est pas grave. Fais mon possible, ok. De ton rapport au sport, un petit peu T'écoutes pas les gens, c'est pour ça. de la manière dont ça peut un peu Wow. t'influencer en bien comme en mal. T'as répondu à la question en partie parce que c'est Non. vrai qu'il y a un côté chauvin qui est, voilà, un côté, on va pas appeler ça du nationalisme, mais de la préférence nationale, C'est du national. Voilà. Bah, c'est- du patriotisme. Oui, c'est du patriotisme. Du patriotisme sportif. Ouais. Est-ce que justement, toi, tu te reconnais dans ce patriotisme sportif et est-ce que finalement, ce soft power qui est présent dans le sport, il transpire pour toi parce que je sais Ouais, que... moi, ça marche sur moi. Ouais. Heureusement pour moi, ça marche. Mais non, mais je le vois bien. En vrai, je trouve que je trouve que ça marche parce que j'arrive pas trop à expliquer pourquoi, mais c'est vrai que quand tu as une effervescence et que tu as la sensation d'y appartenir, malgré tout, ça fonctionne plus. Puis je te comparerai 2 points parce que tu vois, moi, ça fait longtemps que je suis au Québec et au Canada. Et dès que je suis arrivé, j'ai voulu suivre le hockey. Donc j'ai quand même suivi. Puis après, j'ai rencontré Radi, donc il suit quand même facilement le hockey, donc ça va, tu vois. J'ai jamais trop réussi à m'y mettre parce que je trouve ça dur de se mettre tout seul à un sport. En vrai, ça c'est ma grande théorie aussi dans la vie, c'est que genre quand on vivait En ensemble, groupe, je regardais ouais. plus Ben déjà oui, parce que je quand on regardais était en souvent, coloc. Mais oui, mais c'est ça, c'est plus facile en groupe. Et je me souviens que malgré que j'ai quand même suivi à partir d'avril la saison, ils ont fini en playoff les Canadiens de Montréal. Ouais, qui se sont rendus jusqu'en En finale. finale ouais, 2020, c'était en 2020. de 21. C'était incomparable par rapport à la France au Qatar. Demi-finale. Par rapport à la France au Ils sont Qatar, en tu vois. finale de la Coupe Stanley. Non, Ils ont perdu en 5 matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Et il y avait beaucoup de Québécois dans le Lightning de Tampa Bay. Ça fait exploser. Mais c'était incomparable par rapport à l'effervescence que j'avais pour le soccer français, alors que ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds en France, tu vois. Ok. Ouais. Il y a un truc que j'arrive pas vraiment à expliquer, qui peut, entre l'hypocrisie et trucs, parce que je suis pas non plus un amoureux de la France en mode ça me manque et tout, tu vois, mais le fait d'appartenir à ça et la dernière Coupe du Monde, on a regardé tous les 3 en fait la finale. Ouais. On Bah était oui, tous oui. là, oui, bah vous avez vu dans quel état de transe j'étais. Ah, j'ai une magnifique Ok. photo de toi debout, je crois, Après sur, le match sur mon était canapé. exceptionnel aussi, mais normalement rien ne fait que j'aurais pu soutenir cette Coupe du Monde, tu vois, parce qu'en plus je suis pas tant que ça le soccer. Et voilà, et là Et on est récemment contre le Qatar aussi, dans le sens que tout ce qui s'est passé au Qatar avant aussi, c'est. Non, mais c'est ça, rien ne Il y fait, avait beaucoup de oui. gens qui voulaient la boycotter, mais bon, quand la France arrive en finale. Mais c'est pareil, C'est il y a difficile, eu la ça. Coupe du Monde de rugby cette année. Ouais. Et je suis allé voir le match d'ouverture avec des amis qui sont plus fans de moi que de rugby. On était dans un bar et tout, puis genre j'étais pris dans l'ambiance et dans le truc, et etc. Tu vois.
Et je trouve ça difficile je sais pas, tu vois, même en F1, j'ai développé vraiment de l'empathie et des trucs pour ceux qui sont francophones. Ouais. Genre, mon pilote préféré, c'est Charles Leclerc et mon écurie préférée, c'est Alpine, tu vois. Est-ce que Et je sais que Leclerc, il est pas français, il est monégasque. Et Lance Stroll, toi, tu l'aimes beaucoup parce qu'il parle français aussi. C'est vrai qu'il parle français, putain, je le déteste, lui. Il parle pas super bien français, on va... Ça va, il est québécois en plus. Ouais. Ouais, mais... il vient de Montréal, donc... non, mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est fou parce que même dans les trucs, inconsciemment, je vais être attiré plus vers ceux qui se rapprochent de moi. Après, je suis le portrait craché de Charles Leclerc aussi, donc je pense que ça joue. Oui, tu lui ressembles maintenant, parfaitement. dans le montage, Astro met une photo de lui, de Charles Leclerc à côté de l'autre. Bah... Mais genre, donc j'arrive pas trop à m'expliquer, et c'est vrai qu'il y a un aspect de sentiment d'appartenance, de joie, d'effervescence, de communion presque avec les autres gens, qui est intarissable et que je trouve n'a pas d'égal. Genre, ça peut aller très mal, je pense, si la nation réussit au sport. Ça va quand même mieux. Il y a une raison pour laquelle l'URSS et les Américains, ils ont mis aussi beaucoup d'argent, tu sais, on parlait de la guerre froide tantôt, etc. C'est que ça marche en vrai. Tu sais, ça marche pour ton peuple, mais aussi pour l'image que tu as à l'extérieur, tu vois. Enfin, je veux dire, la France n'a jamais été autant proche de ses banlieues, comme on faisait par rapport à référence à l'épisode de Naël, etc., où il y avait un enjeu par rapport à ça, qu'en 98. Où t'avais tout l'enjeu Black Blamber, on est tous pareils, etc. Et tu vois, tout ne tient qu'à la Coupe du Monde en vrai, cette effervescence qui tient proche de là. Et après, on perd tout, et il y a 2005. Moi, je trouve qu'il y a une corrélation aussi à faire. C'est quoi 2005 ? Qu'est-ce que... C'est là le moment où il y a eu une révolte. Oh, il y a eu les émeutes des banlieues, les émeutes des banlieues comparables à ce qu'on a eu en début d'année. Okay. Et la France s'est explosée, on a tout perdu. On a gagné l'Euro en 2000, 2002 on perd la Coupe du Monde, 2004 on reperd l'Euro, et 2005 il y a ça. Donc je trouve que la chute de l'équipe de France... Et 2006 on perd encore contre les... Mais là on est remonté un peu, mais je trouve qu'il y a une corrélation avec la chute de la France et la dépréciation des banlieues qui est assez quand même proche, qui ne tient pas du tout aujourd'hui, qui est vraiment un canard boiteux que je suis en train de dire. Non mais quand même en 2018 il y a eu ça aussi, tu vois, moi je pense... Non mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est très haut dans le soccer en France. Il y a beaucoup de gens qui viennent des banlieues, etc. Et ça ne change rien à l'aspect... Ah, quand même. Tu vois, en 2018, quand même, il y a eu ce rapprochement. 2022, il y a eu beaucoup de gens... 2023, fini en Coupe du Monde. Ouais, quoi qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Peut-être si on l'avait gagné, on en serait... Bon, aussi, il n'y a pas que ce facteur aussi. Non, mais voilà. C'est vrai qu'il y a ce sentiment d'unité nationale aussi. Il y a ce... Oui. Et comme, toi, comme Radi a bien... à ta question aussi. Pourquoi pas du coup, indirectement, il y a ce ralliement autour du drapeau qui peut s'effectuer à ce moment-là où... toi, on ne demande rien, là, tu es juste posé dans ton canapé, mais tu soutiens ton équipe à travers le fait de regarder, le fait de soutenir sur les réseaux sociaux, le fait d'aller à des matchs des fois. Et c'est vrai que la puissance que peut avoir le fait d'accueillir un événement sportif ou d'avoir des sportifs de ta nation qui sont présents dans toutes les catégories qui brillent. Je veux dire, on a un joueur français qui vient d'intégrer la NBA, là, qui a un nom d'ailleurs très compliqué à redonner. Je veux dire, tout le monde en parle dans tous les médias, même américains. Et Tony Parker, qu'est-ce qu'on en a parlé de ce mec? Voilà, exactement. Tout le monde sait qui c'est. Et ça peut paraître anodin, mais c'est une fierté nationale. Et je pense que c'est là-dessus aussi que je voulais qu'on embarque. C'est sur le fait de se dire que au bout d'un moment, tu as des fiertés nationales qui passent en temps de paix par d'autres moyens que ce qu'on a connu historiquement, qui était par la guerre, etc. Mais les affrontements peuvent être tout aussi... tout aussi... Pourquoi tu lèves la main? Non, mais c'est parce que je voulais rebondir sur ce que tu voulais dire. Tu termines, c'est bon. Non, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a un soutien de l'État, il y a très rapidement, on voit, alors on va pas appeler ça des tensions diplomatiques, loin de là, mais il y a des intérêts diplomatiques qui sont discutés sur les terrains. Et ça, je trouve ça fantastique à quel point on peut arriver à dire, voilà, on est l'URSS et les États-Unis, on n'arrive pas à se foutre sur la gueule l'un contre l'autre directement, voilà. Mais on va aller rigolo qu'un match de hockey, quoi, si on se fout sur la gueule, quoi. On va aller à un événement international, on va aller, mais full propagande d'un côté comme de l'autre. On va tous se doper, on va tout mettre. Voilà, pour réussir sur un truc qui ne va rien nous rapporter en tant que tel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gain propre, net, quantifiable. Par contre, le fait de dire, regardez, les Russes, c'est comme la course à l'espace. Oui, voilà. C'est quantifiable. Non, mais une course fois à l'espace, tu peux avoir des gains derrière qui sont comme mais qui sont technologiques, etc. Non, mais qui sont pas palpables pour une nation. Mais oui. Ils sont mis autant d'efforts parce qu'ils voulaient être les premiers à y aller pour dire on est meilleur que vous, quoi. C'était ça le message derrière, tu vois. Le but, c'est que la communauté internationale voit justement cet événement et dise les Russes sont meilleurs que les Américains
en sport ou à la gymnastique ou à des choses comme ça. Et je trouve ça puissant parce qu'à la fin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, oui, tu as 5 personnes dans un pays qui brillent par leur incroyable côté athlétique ou par leur incroyable capacité à se shooter, mais ça va pas changer la vie du pays. Mais en fait, si, parce que le pays mise énormément sur ces gens-là. Et on a la fameuse photo, et après je te passerai éventuellement la parole, Radi, de Macron qui vient réconforter peut-être un petit peu en faisant too much Mbappé à la défaite au Qatar. Et là, tu dis, mais le gars, il fait pas ça par amour simplement du foot. Il sait qu'il y a un intérêt de se montrer très proche et montrer qu'il partage cette défaite. Et quand il reprend la parole après au Stade de France pour faire justement le discours, pour ouvrir la Coupe du Monde de rugby, et qu'il est unanimement sifflé par la foule, et que les caméras du monde entier sont braquées là-dessus, tu dis, ok, il y a un sentiment de fierté nationale qui vient d'être anéanti, là. Tu accueilles une Coupe du Monde d'un sport où tu es bon, où ton équipe, tu sais qu'elle va se rendre loin, et là, tu te fais entièrement siffler dès le début. Quand c'est sifflé, ça veut dire genre, tu te fais... huer. Ah, tu te fais Il s'est huer, fait ok. huer, il a, entre guillemets, bon, alors c'était que de 5 ou 10 secondes, mais ne pas commencer son discours en attendant que les gens se calment. Ouais. Tu sais, quand on en est à là, il aurait pu parler par-dessus, mais même là, ça aurait été très difficile. Je veux dire, au niveau des caméras, tu entendais très mal ce qu'il disait. Alors pour moi, la responsabilité aurait été d'éteindre les micros qui étaient pointés vers la foule. Tu veux arrêter. Les gens, ils ont le droit de s'exprimer, non ? Exactement. Ils ont le droit de pas être d'accord avec. Mais quand le président parle sur les caméras internationales, on ferme sa gueule. Mais c'est très grave ce que tu dis. Mais voilà. Imagine, il parle en arabe. Bon. Oui. Donc, me démarre pas. Tout ça, c'est des références à des épisodes. À des épisodes que j'espère que vous avez écoutés, chers auditeurs. Donc, je voulais peut-être monter un peu plus haut parce que parce qu'on est un peu cons, nous, c'est ça. Non, mais je voulais monter. Parce que vous n'êtes pas super intéressant, les gars. Connard. C'est pas ça. Je veux vraiment parler de politique avec. Tu veux parler des JO de Munich ? Non, je veux parler des JO de 2008 à Beijing. Parce que je crois que vous adorez parler de la Chine. Moi, c'est pas un sujet que j'apprécie particulièrement. Je crois qu'il y a que moi quand même entre vous trois. Non. Non. Un jour, j'ai proposé un truc sur la Chine, tu m'as dit non. C'est grâce à moi qu'on a fait la partie sur la Chine dans le premier épisode sur l'Ukraine. C'est toi qui m'avais dit non ? C'est moi qui dis non. C'est lui qui dit non. Je m'en fous complètement. Moi, je dis que la Chine va être les prochains. Spécial sur la Chine, sans toi lui. et moi, oui. Ouais. Donc, au revoir, Adi. Bon, c'est cool. Donc, je veux parler des JO. Donc, les JO de Beijing, c'était quand même une dinguerie. On peut plus. Surtout qu'on s'est pas mercredi sans lui, donc j'aurais rien à dire. Les tambours là, c'était... Ah non, c'était à Londres. Ça. Je m'enligne sur le fait que... Non, parce qu'à Londres, ils avaient fait des tambours lumineux en rythme et c'était hyper impressionnant. Il y avait James Bond aussi. Oui, pour la cérémonie d'ouverture. Il y avait aussi les Totally Spies, il y avait Paul McCartney qui est venu. Il y avait Mr Bean aussi qui est venu. C'était une dinguerie. En Chine, il y avait peut-être Jackie Chan qui est venu en vrai. On sait pas. Non, il est chinois. Mais c'est pas ça que je veux dire, puis je veux lancer quelque chose, puis vous allez aimer, je crois. Parce que à partir de 2008... Le but des Jeux Olympiques de 2008 pour la Chine, c'était de montrer qu'ils étaient dans la cour des grands. Oui, qu'ils étaient prêts. Qu'ils étaient prêts à accueillir le monde et d'être un joueur très important dans le monde. Parce qu'avant 2008, oui, il y a quelques petits trucs de la Chine, mais vous regardez des cartes d'expansion de leur autoroute, de leur système de train. Tout commence en 2000. En 2008, ils n'ont quasiment rien. Et maintenant, ils sont dans le sens que 2008, c'est un élément charnière dans l'histoire géopolitique de la Chine, dans le sens qu'elle s'est mise sur la map. On n'avait jamais eu de JO à Beijing. On n'avait jamais eu de JO dans la Chine communiste. Je sais pas si on a déjà eu des jeux à Taipei, je crois pas, mais c'est la première fois qu'on avait des jeux en Chine continentale et ils ont mis le paquet. Ils ont tout mis, ils étaient supposés avoir aucune faille et ça a quand même été des beaux jeux dans le sens que ça a été des jeux qui étaient très grandioses. Ils ont brisé tous les records d'argent et tout ça. Ils ont fini premier ou deuxième avec les Américains. Et il y avait une volonté de ce pays-là de montrer que, OK, maintenant on est capable d'accueillir les Jeux Olympiques. Il n'y aura pas d'actes terroristes, il n'y aura rien qui va se passer. Le monde va avoir du fun, ça va être beau, ça va être fun. Et après ça lance la Chine pour dire, OK, maintenant je suis légitime de pouvoir parler, dans le sens que le sport et cet événement sportif-là a propulsé la Chine après ça. Et c'était peut-être c'est peut-être pas les Jeux Olympiques qui ont fait qu'elle s'est propulsée, mais ça donne une crédibilité à la Chine, à être maintenant un joueur plus important sur la scène internationale. Je sais pas si... Mais oui, mais c'est surtout que les JO sont le moment où le monde entier va regarder, ou en tout cas les leaders sont là, ils sont tous représentés. Et si tu veux parler au monde d'une manière ou d'une autre, c'est
le meilleur moyen, parce que c'est même plus important que l'ONU, puisque tout le monde va regarder, même les citoyens. Personne ne regarde les assemblées d'ONU, je sais même pas si elles sont diffusées. Oui, ils sont diffusés tout en Ouais. direct. Voilà, Gratuitement. je m'en doutais qu'elles étaient diffusées, puisque toutes ces trucs-là sont diffusées. Et quand je faisais ma blague, qui était une blague de mauvais goût, mais tout à l'heure, pareil sur les JO de Munich, je sais pas, nous on était jeunes, mais il y a quand même eu une prise d'otage. Vous avez l'histoire ou pas? Oui, Bah il y a oui, une oui. prise de- Ouais, voilà, non, je sais pas, oui. tu me regardais comme Non, si... mais c'est parce que tu m'as dit, on vide, était- t'as l'air on était- débile. Non, c'est pas Mais grave. décris-le On peut-être était un petit parce peu qu'on plus. était jeunes, on était même Bah, pas on nés, je crois. n'était pas nés, c'était en 1900... ça c'était en 1972, c'était les JO d'été à Munich où il y a eu une prise d'otage qui visait les Israéliens et 11 d'entre eux, donc je lis la page Wikipédia, hein, ont été assassinés par des membres de l'organisation palestinienne et ça se déroulait à la veille ou au même moment que... Non, c'était juste après, pardon, la guerre des 6 jours, donc la guerre du Kippour. Et donc ça a marqué le monde entier. Spielberg en a fait un film, Munich, qui est très bien aussi, je vous conseille de regarder, qui est encore une fois un film, donc il ne faut pas non plus tout prendre ça. Mais tu vois que même les instances qui sont politiques, mais qui ne font pas partie du game politique, vont se servir des JO pour faire passer un message. Bon, c'est horrible, Bah oui. c'est du terrorisme, c'est horrible. Et en plus, ils ont fait une anecdote horrible, c'est qu'ils ont promis qu'ils les rendraient et ils les ont tous assassinés au moment où ils ont négocié au moment où ils avaient une porte de sortie. Donc c'est terrible. Puis t'imagines, genre, c'était quasiment télévisé, quoi, ce truc-là. Mhm. Et ça peut être le théâtre de belles choses, les JO, mais aussi de choses horribles parce que c'est un espace de relations internationales, quoi. Et quand c'est un espace de relations internationales, ça peut être des bombardements ou ça peut être des convois de la paix aussi, tu vois. Et je trouve que les JO, bah, souvent, ça peut être le cas. Pareil, les Coupes du Monde en 1972, là, pareil, la même année. Quelle belle année, 1972. 1972, Mais c'est comme Avec un peu, la Coupe ouais. du Monde en Argentine où c'était Ouais. clairement une dictature, ils ont dit bah fuck off, on va quand même la faire et parce que c'est un grand pays du football et parce qu'il a voulu chercher à se légitimiser aussi. le Mais c'est dictateur ça. de l'époque et voilà, c'est un bel espace de représentation de ce que c'est, je trouve, des fois quand tu prends l'histoire des JO, pas un JO en particulier, quand tu prends l'histoire des JO ou des compétitions internationales, ça représente un peu les relations internationales, quoi. Bah, regarde Sochi. Sochi C'est exactement la même chose. La Grèce, alors là, c'est peut-être le point le plus Ouais. criant, où il y a eu vraiment La Grèce, c'était un peu... il fallait redonner les Jeux à Athènes à un moment donné. Non, Parce mais- qu'il l'avait fait une fois, mais même si ça allait pas bien, il fallait... genre, c'était un move politique, mais c'était un move aussi de... Les JO aussi sont une entité en tant que telle, je crois. Oui, oui, et mais- le donner à Athènes est légitime. À chaque temps d'année, tu dois redonner à Athènes, je crois. L'objectif, bah, en fait, l'objectif d'Athènes, c'était surtout le fait de dire bon, bah, le pays est dans une extrême misère, on va le relancer avec ça. On va Ah. le ramener sur quelque chose, on va ramener des milliers. Ça a bien fonctionné. Ah, je dis pas ça, hein. Ouais, non, ça a été Non, je terrible. sais, ça a été terrible. Parce que ça a mal été organisé. Et puis il y a une grosse partie de l'organisation là-dessus. Mais c'est vrai que le fait de. Il y a une puissance symbolique. Et c'est pas pour rien que Paris reprend les JO en 2024. Que c'est. Non, je viens de lire une anecdote, c'est que j'avais toujours la page des JO de Munich et dans la page Wikipédia, il y a marqué. Moi, c'est un rire nerveux, tu vois. Leur infiltration, donc des terroristes qui sont rentrés pour les preneurs d'otages, leur infiltration est facilitée par le fait que les dispositifs de sécurité et de surveillance sont considérés comme très légers. Et les organisateurs voulaient des lieux plus accueillants pour effacer le souvenir des JO d'été de 1936 de Berlin à l'époque Bah, de c'est l'Allemagne ça, ouais. nazie. Je suis en mode, ouah, Mhm. je sais pas, c'est un rire nerveux, Ouais. c'est horrible de voir la finalité quoi, que ça a pu Mhm. conduire. Mais bref. Mais pardon. justement, il y a toute une tribune en fait quand tu accueilles les JO parce que finalement ça te coûte très cher. C'est pas forcément bon pour le pays qui accueille. On voit à Paris, ils essayent de faire en sorte que ce soit bon en assainissant la Seine, ce qui va être un travail qui est encore qui est en train d'être fait mais qui est colossal. En revitalisant des anciens bâtiments. Je pense notamment au Grand Opéra qui va être. Ouais, c'est vrai, ça. Enfin, tous les bâtiments emblématiques vont être incroyables. Ils vont faire, je crois, de l'escrime sur le Champ de Mars. Ouais. Ils vont Ouais, faire sur le du Champ de tir Mars, à l'arc. Enfin, je veux dire, c'est fantastique les endroits où ouais. ils le La font. Ça natation va dans être, la Seine, c'est ouais. vrai ou pas? Non, Ouais. c'est pas dans la Seine, la natation. Ok. Ça va être l'aviron. Ouais, Ah, c'est l'aviron. Mais, c'est mais plus logique. c'est la scène du. L'ouverture va être sur la scène. Il n'y Ouais. aura pas de stade. Ça sera pas dans le stade de France. Ça va être sur la scène. C'est encore mieux. Ça va être incroyable. Ouais. C'est Au encore niveau une meilleure dispositif de sécurité, ça va être l'enfer. Oui. Mais Bah là, on vient quand même d'organiser, quand je dis on, c'est la France, ils viennent quand même d'organiser la Coupe du Monde de rugby, qui était un bon moment pour tester un peu ta sécurité aussi. en même temps que le pape a été reçu et que le roi Le pape est venu en d'Angleterre. France. Ouais, il a il est fait- venu à Marseille. T'as Ah, pas écouté notre podcast, toi hein, Toi, t'étais même pas là. Ah oui, non, mais attends, mais il était dans cet épisode. en Il plus. était dans cet épisode en plus, donc t'as même pas écouté. Quel épisode? Bah, on parlait de religion. Le pape, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, je parlais du pape Si. notamment. Tu vois, t'écoutes sur, pas les gens. Waouh, c'est Mec, impressionnant. quand je te dis que t'écoutes pas les gens, On c'est vient un de- vrai truc. Hein. On vient de cristalliser ça.
Non, merci, en vous plus êtes c'est en train- enregistré, Wow, c'est c'est parfait. enregistré. Vous êtes en C'est train parfait. de faker quelque chose Mec, en ce moment, parce que mec, je me non, souviens va pas l'écouter. de une information. J'ai Maintenant, dit- je suis... non, mais il par dit rapport aux le- migrants. Oui, il dit le pape, il vient donner un message d'amour et tout, puis on vient le retourner contre lui et tout, et c'est lui qui en parle, c'est pas moi. Ouais, parce qu'il est venu à Marseille, en Peut-être que je gros. n'écoute pas Pidou. Plus peut-être ça. Non, tu m'écoutes pas moi non Ah plus. non, moi non plus, non, c'est vrai ça. Il est venu à Marseille, au Vélodrome, donc le gros stade de C'est l'Olympique le deuxième de stade de Marseille. France, je pense. Ouais, je crois que c'est Le l'un deuxième des- plus grand stade de France. Ouais, c'est le deuxième ou troisième. donc. Il a donné une messe géante, il y avait même des fidèles à 80 000 l'extérieur personnes, de- hein, ça peut compter. 88 000 personnes, il peut compter. Ton centre Bell, c'est 22 000 personnes. Ce stade olympique, c'est combien? Aucune 70 000, je pense, 50 Ouais, 000. c'est ça. C'est pas beaucoup. Donc c'était un gros truc. Et on a eu en même temps donc le pape, le roi d'Angleterre qui avait été delayed à cause des émeutes qu'il y avait eu à Paris, et Mais la ça, Coupe c'est- du Monde de rugby. Mais ça, c'est pareil. Pareil, dans les instances de ce que ça peut être problématique, il y a eu toute une polémique en France où ils veulent mettre en place la reconnaissance faciale dans les foules. Ouais. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils vont l'arrêter après Ou les JO? drones. Ou les drones aussi. Et tu passes des steps de surveiller de plus en plus la population au nom de la sécurité des JO, qui est pour moi quelque chose de légitime, de dire on veut que ça se passe bien, on veut pas qu'il y ait de problème, sachant que il y a eu plusieurs fois dans la vie où des JO ont été théâtre de choses bof, tu vois. Et en même temps, c'est quand même de la masse surveillance, quoi. C'est de la surveillance très très grande qui n'est jamais généralement une signe d'une bonne vitalité démocratique, quoi. Donc, Bah, c'est ça, puis peut-être ça peut nous amener sur le deuxième thème que j'avais en tête, qui est aussi le fait que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien ou qui n'est pas celui de ta culture, tu as forcément certaines habitudes qu'on on est un petit peu choqué par rapport à ça. Et moi, je voulais parler notamment du sport féminin et du boycott de manière générale qu'on peut voir en fait dans Par ces rapport grandes manifestations sportives. Où, par exemple, on a vu au Qatar, il y avait cette idée de vouloir boycotter pour des raisons environnementales, pour des raisons de droits humains. attends, par exemple, tu fais 2 fois que tu parles de l'environnement. Je suis désolé, je fais une aparté. Est-ce que tu trouves que c'est possible d'avoir des événements internationaux comme ça, environnementalement parlant, corrects? C'est une question. Responsable, oui. Bon pour l'environnement, bah, très, très, très. Enfin, à part si là on sort un lapin du chapeau incroyable, non. Mais responsable environnementalement, oui. On voit par Déjà, exemple. le déplacement des gens, c'est déjà. Oui, le déplacement, c'est une chose, mais tu vois, par exemple, les infrastructures, finalement, aujourd'hui, tu vois que le déplacement dans tous les trucs, c'est pas ce qui émet le plus de carbone, c'est les infrastructures. Le La fait de devoir faire construction, couler du béton, Ouais, le fait de tout c'est ça, très ça, c'est énergivore. mais Ouais. c'est terrible. Enfin, je veux dire, j'habite dans un quartier où ça construit tout le temps. Tu comprends en fait l'impact environnemental de ça. C'est pas juste local, c'est que tu as des générateurs qui tournent 24/24 pour produire des sales quantités là, et qui fonctionnent aux énergies Diesel, fossiles, ouais, c'est etc. ça. Gros Donc, diesel sale. et aujourd'hui, ils sont en train de. On voit à Paris, Hidalgo, alors moi je la déteste pas parce que je suis pas parisien, mais tout Paris la déteste. Elle en profite pour refaire toute l'infrastructure de Paris pour la rendre plus environnementale. Tu sais, avec plus de pistes cyclables, etc. Plus de pistes cyclables, plus d'arbres, plus de verdure, parce que c'est peut-être un peu ce qui manque C'est à ça. Paris. Parce Bah, que pour c'est- casser les îlots de chaleur. Ben, c'est hein. ça, parce que Ouais. Paris est très début du 20e siècle avec la Haussmann. reconstruction de Paris. Haussmann, ouais. Ouais, donc Boulevard Haussmann. c'est ça, donc c'est des grandes rues très grandes avec du pavé, mais quelques arbres dans le sens qu'on Oui, on c'est peut pas. réduire- c'est ça, on peut réduire. On est loin de Montréal, quoi, avec Ouais. un arbre tous les 2 mètres. Non, puis même les Ouais. parcs, c'est de la Et- terre battue la plupart du temps. C'est ça. Genre, c'est trop bizarre. Ouais, hein. c'est ça, c'est Et justement, tellement le- chaud, le- les infrastructures démontables qui avaient été utilisées notamment à Londres, Ouais. qui permettent justement de dire bon Mhm. bah voilà, on va avoir des infrastructures, alors évidemment qui doivent être modernisées, adaptées à chaque truc Mais et quand tout. même, tu sais, des stades de 40 000 places que tu peux devenir 80 et après ça, tu redescends, tu ôtes tes C'est choses ça. amovibles. Puis, bah, Imagine, tu reviens, construis un stade et genre après, tu t'en sers pas et tu mets 40 ans à le rembourser, quoi. Le Brésil. Je Non, pensais mais plus à Montréal. Vraiment. Montréal, on a fini de le payer en 2005, le stade olympique. C'est vrai? Oui, 2005. Pour les JO de 76. Oui. Ouais, mais à la fin, tu Un vois, truc comme ça, ça. c'est devenu aussi un truc touristique. Ça accueille. Ah bah ils l'ont mis sur toutes les cartes postales, donc il oui, faut, au bout d'un oui. moment, Ben, il fallait le non, mais rentabiliser. il faut quand même, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre d'architecture quand même. C'est même ça, voilà. c'est juste énorme. Puis ça clash un peu dans le quartier résidentiel qui est où est-ce que le parc olympique est, mais quand même. Oui, mais tu vois, par exemple, ça, c'est pour moi une bonne manière de faire les choses aussi. Regarde en Grèce, c'est juste tombé en ruine. Il y avait juste Ouais. aucune Mais infrastructure. Sochi aussi, hein. Voilà, il y a Brésil. aucune infrastructure qui survit à ça. Et je vois la Coupe du Monde, par exemple, de rugby, se fait à travers toute la France. Parce que il y a des stades de rugby partout.
Et donc, tu es capable de faire ça. Et je pense qu'il y a ce côté-là où on doit commencer à pousser au niveau environnemental sur le fait de dire on va accepter les projets, même si c'est sur différents pays ou quoi que ce soit, tant que ça reste logique, tant que ça reste responsable. Comme la coupe de l'Amérique du Nord. Ah bah non, ça Non, par exemple, non. terrible, non. mec. Bah non, parce Ils vont qu'on prendre passe l'avion. de Mexico City à Montréal, à Los Angeles, à Vancouver. Là, on passe. Le problème de on fait celle-là, trois c'est que les fois distances l'Europe sont en trop termes de grandes. distance. Parce qu'effectivement, Ouais. en termes d'infrastructure, ils ont tout. Parce qu'il faut voir la gueule des stades des football américains. Je pense que tu peux les reconvertir en stade de foot, en vrai. Encore une seconde en plus. Voilà, donc il y a très peu, au niveau des hôtels et tout, il y a très peu d'infrastructures à construire. Mais au niveau de le déplacement des joueurs, ça va être horrible, quoi. Puis même pour eux, avec les fuseaux horaires et tout, je pense que ça va être Ouais, il y a terrible. 3 fuseaux Ça horaires. va être fatigant, Il y a 4 fuseaux horaires même. Mais Donc, genre, c'est- oui, ils vont en une journée. Le lundi, ils vont jouer à Mexico. Le mercredi, ils vont jouer à Montréal. Et le vendredi, à Vancouver. Donc tu fais super. Et c'est à peu près, je crois, un ou deux. C'est un avion par équipe minimum. Mais ça, c'est sans compter les déplacements des joueurs. Sachant que, des gens qui vont venir. Sachant que l'Amérique du Nord, en dehors du Mexique, donc les États-Unis et le Canada, n'est pas un peuple très à fond sur le soccer, quoi. Donc va y Aucunement. avoir beaucoup de gens, à mon avis, qui viennent de l'extérieur. Mhm. Ouais, mais regarde, ils étaient pas à fond sur la Formule 1. Aujourd'hui, ils ont trois courses qui Mais se leurs passent chez équipes eux et sont c'est pourries. sold out. Ouais, Oui, mais. Ouais, mais c'est parce que là, il y a un. Mais la Formule 1, il y a quand même un peu un standing aussi de richesse d'y aller, je sais pas, c'est pas tout à fait pareil. Puis c'est pas, je sais pas, je trouve que le soccer, il y a, tu sais, les Suédois, ils vont venir, tous les Français, il y a Anglais, les Français les qui vont Anglais venir, vont les venir. Anglais vont venir, donc ça fait quand même beaucoup de vols à fréter. Bien on sûr. Va, on va être pris avec les Anglais à Montréal, ils vont crier. Ah, Ils vont se génial. battre. Ils vont se battre dans la rue s'ils perdent. là. Mais je Mais sais pas, j'ai hâte de voir que- c'est qui les matchs qu'on va avoir à Montréal. Parce qu'on va avoir, je pense, un ou Il deux n'y avait matchs. pas de match à Montréal. Aucun. Si. C'est Toronto-Vancouver. Non, il y a Non, Montréal il dans la paraît qu'il y liste. en a avoir un. Alors, fact-checking, la responsabilité de dire Mais n'importe peut-être, quoi. du coup, Radi, tu pourrais commencer sur ma question. Est-ce que tu te reconnais dans ces appels au boycott? Est-ce que c'est quelque chose que même si tu peux pas t'y tenir parce que, comme tu disais, tu as ton équipe nationale et il n'y a, y a pas moyen que tu regardes pas ton équipe nationale, est-ce que tu les trouves logiques, cohérents, pertinents, que ce soit pour les Coupes du Monde qui sont terribles, pour les JO, peut-être même pour certains... Moi, je pense à certaines courses de F1 qui, bah, Ouais. tu vois, je me demanderais l'année prochaine si je regarderais celle en Azerbaïdjan Ouais, Parce que- ou à Abu Dhabi. ou à Aussi. Abu Dhabi, voilà des... N'importe quoi. Ou à Las Vegas aussi. Non, mais- Je dirais là. Voilà. Les villes de manière désertiques générale. comme ça qui servent à rien, là, comme ça, là, qui c'est plus une prouesse. Eh ben alors, j'avais raison. Oh, il y a aucun match à Montréal. Ok, cool. Mais- C'est Mais oui, non, sur mais le côté... c'est Vancouver, Toronto. Moi, Désolé, je vais pas pensais dire à un l'Azerbaïdjan parce que, bah, tu sais, Ouais. avec l'Arménie... Avec le Haut-Karabakh, ouais. Voilà. Abu Dhabi. J'écoute Pidou parler, moi, en ce moment, c'est parce qu'il faut que je me problème. Mais concentre. vous parce que aviez je peux raison, donc écouter- je peux vous donner une information si vous voulez. J'ai pas de sur raison. Montréal. On t'a dit qu'on n'a pas raison. Mais t'as dit qu'il n'y avait pas à Montréal. Il n'y a pas à Montréal, On mais va avoir un match votre- hors concours. Non, votre confusion, elle est légitime parce que Montréal, au Canada, en juillet 2021, ils ont annoncé le retrait de leur candidature par manque de financement par le gouvernement du Québec. Donc jusqu'à 2021, sachant que ça a été donné il y a quelques années, ces trucs-là, ils étaient dans la liste des matchs. Donc c'est Je pour savais ça que même vous pas, moi. pensiez qu'il y avait Montréal. Parce que voilà. Bien content de ne pas les voir. Ah, quel dommage. On aura plus de logements, ça sera pas plus mauvais. Déjà, il y en a pas. Non, parce qu'en plus, ça aurait été en plein pendant les déménagements. Ouais, Donc Ouais. ça aurait 1er été juillet, ouais. terrible. ça aurait été terrible. Mais donc oui, est-ce que ces appels au boycott, tu Mhm. te reconnais dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais... Enfin, vas-y, parle-nous-en justement Ouais. de ton rapport à ce côté politique finalement du sport où tu dis, bon, bah non, ça, je peux pas soutenir ce genre d'action. Je pense que c'est vraiment une super bonne question parce que ça montre vraiment l'autre côté de la médaille des compétitions sportives puis de l'appel politique et de l'appât du gain politique que ces compétitions-là apportent. Pour le Qatar, c'est clair comme de l'eau de roche. Le but d'avoir les jeux là-bas, c'était de montrer la puissance du pétrodollar dans le sens que c'est Ouais, le clairement. royaume du pétrole. Ils sont capables d'avoir tout. Ils sont capables d'avoir une coupe du monde qui va bien fonctionner. Les gens vont pas être en train de mourir. Bon, un peu. Mais bon, tu vois, dans le sens que ils ont essayé de mettre la gomme et je crois que cet appel au boycott est légitime. Dans le sens que on peut, en tant que... Il y a des pays qui devraient pas avoir des jeux en ce moment pour se justifier au niveau international. Et le Qatar, je crois, malheureusement, est un de ces pays-là, dans le sens que c'est une monarchie qui ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme, le droit des minorités non plus, dans le sens que si t'es homosexuel, on sort même pas dans Non, les gens c'est qui ça. sont trans ou rien, juste quelqu'un qui est homosexuel, qui devrait être quelque chose... La base, quasiment, Normal, là, oui. tu sais, normal, dans le sens que quelqu'un qui est gay n'est pas quelque chose de
de différents. De différents ou d'étranges, ben, eux autres, ça peut être, je sais pas, eux autres, si c'est la peine de mort au Qatar, mais il y a certains pays que ça doit pas être loin. Exactement. Donc, il y a une légitimisation de ce pays-là avec des événements sportifs comme ça. Et malheureusement, le comité olympique veut faire de l'argent. Ce pays-là a dit qu'il allait faire des gros jeux, qu'il allait mettre énormément d'argent. Et il y a sûrement aussi du financement qui arrive aux JO aussi. C'est toute une affaire d'argent, une affaire politique. Et en tant que citoyen, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dedans, dans ces trucs-là, dans le sens que le Canada a peut-être, son délégué a peut-être pas voté pour le Qatar, mais ça se termine là. Et puis tout dépendant s'il y avait un délégué canadien dans le comité olympique qui votait pour cette année-là. Mais en tant que citoyen, pour se donner bonne conscience, mais aussi pour se dire ça c'est non pour moi, je n'accepte pas, ben on peut le décider, puis on dit ben non, nous on le regarde pas, mais après ça c'est très dur quand ton équipe arrive en finale, un peu dans le sens que j'ai pas suivi moi la coupe, dans le sens que c'est pas difficile pour moi de pas suivre la coupe de ouais, mais mettons, ça serait la coupe. Parce que je m'en fous. Non, mais laissez-moi terminer mon idée, dans le sens que je m'en fous un peu pas du sport, mais bon, de cette compétition-là. Le Canada est pas très fort. J'ai même pas regardé aucun match. Je pense que j'ai vu une bride du match du Canada quand j'étais à la Cage au Sport, qui est un bar sportif, une brasserie sportive au Québec. Un PMU, quoi. Pas vraiment. C'est quand même un peu plus côté que le PMU. Respectez-le, le popcorn est gratuit. C'est vrai? Oui, le popcorn est gratuit. Vu le prix de ta bière, j'espère que c'est gratuit, putain. C'est cher? C'est hyper cher, la Cage au Sport, moi, je trouve. C'est pas si cher que ça. Je suis jamais allé. C'est vraiment cool. Et il y en a certains qui ont des tireuses à bière sur ta table. Alors je suis allé, j'y remettrai plus les pieds parce que toutes les tireuses étaient cassées, soi-disant. Il avait juste la flemme, je pense. Le gars avait juste la flemme. Et on avait vu parce que le deal de la tireuse à bière était bien meilleur que celui de si chacun se prenait des bières et tout, parce que je crois que tu payes un forfait pour un machin. Et en fait, on a vu que le gars avait juste la flemme, on s'est mis à payer super cher. C'est mieux les 3 brasseurs. Comment? C'est mieux les 3 brasseurs. Ah ouais, 3 brasseurs. Donc, tout ça pour dire que j'ai rien regardé de la coupe, mais c'était facile pour moi. Mais après ça, quand, mettons, vous m'avez invité à aller voir la finale avec la France, je pouvais pas dire non. En même temps, c'est communautaire aussi. Les amis veulent voir la France. Je trouvais ça cool. Puis c'est quand même les champions de l'année de l'édition précédente qui revenaient. Dans le sens qu'à un moment donné, en finale, au début, c'est facile. Les qualifs, tu pourrais dire je les boycotte, mais plus que les enjeux augmentent, plus c'est difficile en tant que personne. Surtout quand on parle que le sport est très chauvin, ça vient chercher quelque chose en toi et à un moment donné, ça va venir tronquer tes allégeances. On va vous dire, moi le Qatar je le regarde pas, mais c'est pas juste le Qatar maintenant, la France est en finale, mon pays est en finale. Donc c'est un peu une dissonance cognitive, c'est un peu difficile pour la personne tirer entre deux mondes, dans le sens ses allégeances, ses convictions et son pays aussi. Donc c'est un peu là qui nous son amour du sport aussi. Ouais, c'est ça c'est là qu'ils viennent un peu nous chercher, puis c'est un peu je trouve ça un peu tu vois, je pense au Texas en ce moment où il y a le Grand Prix pendant qu'on enregistre, qui a des lois tu sais, justement des lois d'avortement, des lois justement tout ça qui ont été passées depuis 1 an. Et où justement il y a aussi un certain racisme qui est beaucoup plus présent dans des choses comme ça, et on voit notamment je pense à Lewis qui est très impliqué dans toutes ces questions sociales, qui n'hésite pas à garder justement ses convictions malgré sa présence là-bas. Et je pense notamment au match, je crois que c'était en Hongrie, il me semble que justement les Français avaient gardé non, je crois que c'était Griezmann qui avait mis un espèce de brassard du drapeau gay, etc. Et je pense qu'il y a aussi moyen peut-être de garder ses convictions à travers le boycott. C'est-à-dire d'arriver à sortir de la mêlée par rapport à tout ça. J'aurais peut-être un point après, mais j'aimerais bien écouter Astro justement sur toutes ces histoires, comme on disait, de boycott. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que pour toi, en fait, je vais juste placer un petit truc avant. Il y a aussi cette idée un petit peu à la Pierre de Coubertin que tout le monde a le droit de faire du sport, que le sport et la politique doivent être dissociés. Alors, est-ce que la politique utilise le sport? Ça, évidemment, voilà. C'est un autre point. Mais que dans la tête, ce qu'on devrait aspirer à avoir, c'est avoir une politique et du sport qui sont dissociés, de telle manière à ce qu'on puisse vraiment avoir la performance à cœur. Et après, derrière, regarder tout ce qui est politique, qui est une autre question. Mais justement, le fait de dire que le sport, c'est la seule manière dont
en travaillant avec des aptitudes physiques, des aptitudes X, Y, Z, on peut se dépasser. On peut sortir de sa condition humaine et justement, ça on a vu notamment des personnes qui subissaient la ségrégation aux États-Unis arriver jusqu'au JO et lever le point parce qu'ils avaient réussi malgré toutes les embûches qui avaient été mises sur leur parcours. Comme au jeu de Berlin, je me souviens plus malheureusement du coureur, mais le coureur qui a battu tous les athlètes allemands qui étaient supposés être la race arienne, la race supérieure. C'est ça, exactement. C'était un Afro-Américain qui a complètement lavé tout le monde, mais qui s'était vraiment une claque dans le visage à Hitler aussi, dans le sens que son but, lui, c'était de légitimiser un peu sa politique ethnique. C'était une politique ethnique, on s'entend avec l'Allemagne nazie, qui disait que il y avait une race. Tu le terme apartheid. Oh non, on repart pas dans ce débat. C'est bien, c'est vraiment des vannes en off qui n'ont rien à voir. Du coup, les auditeurs, ils sont en mode super, les gars. On se lance des flèches. Non, mais ça peut paraître bête, mais regarde, si on avait boycotté les jeux de cette époque et qu'on avait dit on ne met aucune couverture médiatique, on n'aurait peut-être pas entendu parler de ce coureur qui aurait réussi à détruire. Alors peut-être pas détruire, il n'a pas détruit le nazisme, mais il a porté une sérieuse claque en disant bon regardez, en fait ce que vous êtes en train de dire c'est n'importe quoi. J'ai été capable à la loyale de vous battre. Et c'est là où on se dit ah oui, en fait c'est le sport qui s'est dissocié de la politique à ce moment-là parce que la performance mais même des fois à prévaloir sur l'idéologie. Des fois il peut s'entrechoquer et d'une manière positive, et je pense notamment à Invictus. Le match qu'il y a eu en Afrique du Sud en pleine apartheid, du coup pour le coup super, et belle béquille où justement c'était pas des lords anglais, mais c'était des gens issus directement du colonialisme et de cette institution, aristocratie voilà, qui profitaient du système d'apartheid pour s'enrichir versus les gens qui étaient déjà sur place, et ils se sont battus et ils se sont entrechoqués. Alors je sais plus comment ça s'est terminé, mais ça s'est terminé que ils se sont tous serrés la main. Il y a eu, ça a mis de l'avant une vraie capacité de vivre ensemble, en fait. Ça a amené que c'était possible que les gens vivent ensemble, et je trouve que ça permettait justement de mettre cette image de l'avant, et c'est un truc très positif qui est ressorti du sport. C'est pour ça qu'à la demi-vanne, moi j'aime bien l'idée que au lieu de faire des guerres, on ferait mieux de mettre les leaders dans un ring et qui se tapent, et que après on voit ce qui se passe. Zuckerberg versus Musk, moi c'est le. Ça va être à Rome pour vrai au Colisée. Alors ça sera en Italie. Moi j'en peux plus. Moi si c'est vraiment à Rome au Colisée, c'est confirmé en Italie. Je vais mourir. Et ce qu'a dit Musk en tout cas dans un tweet. Zuckerberg, il est fou allié. Moi je suis 100% pour Zuckerberg. Ça se voit que c'est un fou allié, ce mec. Mais ça se voit que c'est le mec, tu le tapes et un jour il va se lever, il fait 20 mètres. Mais surtout que le gars fait tous les sports, il est ultra athlétique, il a des médailles de. Non, il a une ceinture marron, je crois, au judo. Non, il est ceinture noire au jiu-jitsu. Puis il a gagné une compétition il n'y a pas longtemps. Il est ultra stock en plus. Mais il est impressionnant ce gars-là. Pour un geek à la fin. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est le fait de se dire que Musk a dit qu'il avait discuté avec Mélanie et que ce serait dans un endroit antique, emblématique. Voilà, donc il y a aussi le cirque Maxime qui serait possible. Non, mais pas faire cirque Maxime, non, mais il va faire parce que le Colisée, une course de char ou quoi là? Non, mais parce que le Colisée est pas faisable. Tu peux pas mettre des sièges. Tu peux pas mettre des. Ouais, alors après, tu peux faire des travaux d'infrastructure qui vont dégueulasser le Colisée, mais tu peux t'asseoir dedans, mais ça peut pas recevoir un événement. C'est ça. Ça c'est vrai. Mais il y a pas même le sol, il est démembré. Il y a une partie qui est tenue et une tenue où il y a rien pour qu'on voit les trucs. Tu mets des petites infrastructures. Il y a pas. Tu sais, quand tu assistes à la fin du capitalisme, au tipping point du capitalisme. Tu mets les choses en place là, mince, à un moment. Mais y a pas on organise notre décadence. Le late stage capitalism, mais est-ce qu'il n'y a pas un Colisée qui est quasiment intact en Italie? J'ai une image en tête d'un stade. Il y a beaucoup d'arènes. Ouais, c'est ça, une arène qui est quasiment comme. Mais en France aussi, t'en as, à Arles et tout. À Montpellier aussi. Donc techniquement, c'est possible. Je vais à Montpellier cet hiver pour aller voir les Colisées. Bref. Donc techniquement, c'est possible. Mais c'est ça, donc finalement, ces histoires de boycott peuvent. Est-ce qu'en fait elles sont légitimes? Moi je pense pas, parce que je pense que demander aux citoyens de boycotter quelque chose que les institutions ont validé, c'est très complexe, parce que comme disait Radi, ça joue sur ton émotion, ton patriotisme, ton intérêt, ce que t'aimes, etc. Et après il y a un effet de groupe aussi, c'est-à-dire que tu peux vite lâcher la rampe. Et je trouve que le boycott n'a d'intérêt ou de sens que déjà lorsque c'est un peu hors de notre contrôle, tu vois. Ouais. Par exemple, quand
Mais après, il y a des différents degrés de boycott là, parce que j'ai regardé ce que tu m'as envoyé pour préparer. Et tu sais, les nations peuvent décider de ne pas envoyer d'athlètes, ça c'est l'ultra boycott, Ouais. mais ils peuvent aussi ne pas envoyer de délégation diplomatique qui accompagne. Ça, avoir des drapeaux. C'est ça. Et après, le plus soft, c'est le président ne vient juste pas en fait. Tu sais, le représentant du pays, le chef d'État ne vient pas parce que ils peuvent facilement justifier autre chose à foutre que de venir au JO de n'importe quel pays. Donc, mais ils envoient quand même, je sais pas, le Premier ministre, ou ils envoient, tu sais, c'est petit à petit. Mais je trouve quand même, il y a un truc de. Ils devraient quand même. En fait, demander aux citoyens un truc que l'État a légitimisé, c'est quasiment inconcevable dans ma tête. Genre, à quel moment tu vas boycotter l'équipe de France alors que va y avoir des pubs partout à la télé, alors que c'est censé représenter. Ça va être diffusé Ouais, gratuitement. ça va être diffusé gratuitement. C'est aussi des moments conviviaux où on peut se retrouver, tu vois. Donc, je trouve que la notion de boycott au niveau sport international, elle a plus de sens quand elle est faite par les institutions. Ok. Après, tu peux personnellement décider de boycotter un événement parce que t'es pas d'accord avec tel ou tel truc, tu vois. Mais tu peux pas demander un boycott parce que quand on parle par exemple du Qatar, c'était un boycott national presque qu'on voulait Ah qu'il y ait. oui, oui. Individuellement, tu peux le faire, tu vois. C'est comme tu peux individuellement ne pas manger de la viande parce que tu as décidé de boycotter l'industrie agroalimentaire, tu vois. Ça, c'est tout à fait louable. Mais c'est comme s'il y avait partout des épiceries et que l'État nous disait un peu, ou que la mouvance sociale disait oh, vraiment, les gars, faut vraiment pas en manger, tu vois. Genre, je trouve qu'il y a un degré qui est. Est-ce que ça fait reposer sur le citoyen une question qui devrait être peut-être encadrée de manière Ouais, et plus qui est étatique quasiment et plus impossible à institutionnelle? répondre, quoi, pour lui. Genre, Ouais. je suis en mode. Ça n'a aucun sens de me demander ça à moi, alors que, euh, alors que tout le monde va pouvoir ça et que vous légitimisez ça et que. Je veux dire, Macron, Mais le on pouvoir a vient de la zéro population, boycotté non? le Qatar, par exemple, hein. Ah oui, bien À sûr. aucun niveau. Bah, en même temps, on leur vend des armes qui vendent après aux terroristes, donc tu vois, c'est comme. C'est un Oui. donnant-donnant. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron aurait pu dire je viens pas à la finale. Ah oui, non, Quel mais totalement. bold Mais d'un move autre ça aurait côté, été. ouais, d'un autre côté, En plus, ça on aurait perdu, représentait- donc tant mieux. Ouais. Ça lui aurait fait gagner des points. Mais moi, je trouve que après, le boycott, par exemple, pour les courses, par exemple, tu disais tout à l'heure en F1. Regarde la Russie, par exemple. Alors, tu vois, moi, par exemple, aussi, pareil. L'annulation aussi, on peut parler de ça aussi, l'annulation, pour finir, Ouais. de l'annulation de certains événements sportifs par les institutions. Moi, j'ai du mal aussi avec ça parce que j'ai été un sportif. Bon, j'ai pas été un sportif de haut niveau, mais j'étais un sportif au niveau européen, tu vois, à des moments. Ça a duré pas longtemps, mais je l'étais un peu. Et c'est vraiment pas des considérations qu'ont les sportifs. Je ne crois pas du tout que les sportifs ils pensent vraiment représenter, défendre l'opération spéciale militaire, la guerre en Ukraine, Mhm. etc., soutenir le pouvoir politique. Non, non. C'est des gens, quand tu arrives au niveau olympique, c'est à sacrifier ta vie pour ce moment-là. Ton but, c'est d'avoir une médaille d'or. Tu le fais pour toi, pour tes proches, principalement. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Et pour l'idée que ta nation va te reconnaître. Mais ta nation, c'est pas le pouvoir politique, c'est le peuple, c'est le peuple qui va te reconnaître à un certain niveau. Et souvent, les athlètes, je trouve, en tout cas là récemment, par exemple, on devrait les laisser défiler sur une bannière neutre pour moi, par exemple. La FIO au JO, elle est complètement elle est indépendante, genre, c'est pas un État qui la contrôle, elle fait ce qu'elle veut. C'est à la fin, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, oui ou non. Mais ces gens-là, je ne pense pas qu'ils représentent. Et en fait, on en fait un peu des hommes de paille, ou je sais pas quoi, c'est quoi Ouais. ton expression là. Tu sais, on leur fait porter un fardeau qui est exceptionnel pour ces gens-là, alors qu'ils ne devraient pas l'avoir, tu vois, parce qu'ils Ouais, veulent juste faire leur sport, ce pourquoi ils s'entraînent. Après, on pourrait me contredire. Je Après, finirai c'est un sur ça. métier. Hein. Regarde, Sur moi, si je me le- mettais à faire un métier qui m'amène à travailler pour des industries minières, je pourrais pas derrière après dire ah oui, je suis pro-environnement, regardez, je suis parfait. Hein. Ouais, mais dans C'est le un sens métier que, comme un dans- autre, dans- hein, dans le sens- sportif, dans- hein. dans le sens que moi, ce que j'aime pas beaucoup avec tout ce qui est boycott et tout ça, puis pour avoir parlé à des gens qui peuvent être un peu plus proches du pouvoir, il y a vraiment cette idée-là de faire chier la Russie, mais faire chier tout le monde en disant ton pays fait ça, tu vas en subir les conséquences, mais tout le monde va en subir les conséquences pour que le pays et les gens qui sont dans ce pays-là se sentent ostracisés aussi, mais dans le sens que Et tu contribues mais à c'est ça, légitimiser tu l'histoire, quoi. tu contribues à légitimiser Le fait après qu'il- ça la propagande russe, disons, admettons, on va prendre l'exemple russe avec la guerre en Ukraine, que les gens étaient comme on veut pas qu'il soit à la Coupe du Monde, on veut plus qu'il soit au JO, plus jamais jusqu'à temps ou à n'importe quelle compétition. On ferait mieux qu'ils viennent Juste- et de les battre comme pendant la guerre froide. Non, mais jusqu'à temps que jusqu'à temps que la guerre soit terminée ou qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une reddition de compte ou qu'il y ait la paix, eh ben moi je trouve ça nul pour les athlètes
qui ont rien demandé à personne et c'est des victimes collatérales et les gens, les gens pour la politique et pour la grandiose de tous les gens, c'est encore les gens qui écopent. C'est encore les gens qui écopent, puis le cycliste russe qui a fait toute sa vie, qui a essayé de... qui s'est trouvé une piste, je sais pas moi, en Hongrie, parce qu'il n'y avait aucune belle piste en Russie pour s'entraîner, qui s'est entraîné toute sa vie dans le reste de l'Europe pour pouvoir aller au JO, a sa qualification, on lui dit, tu n'as pas le droit d'aller au JO parce que ton pays, qui n'est jamais là-bas, parce que on s'entend, un athlète olympique s'entraîne souvent partout dans le monde, un peu partout. Je prends l'exemple des Canadiens avec le ski. On peut pas s'entraîner pendant un an au Canada. On doit aller au Chili, on doit aller en France, on doit aller en Finlande. Il y a des compétitions internationales dans le sens que tu n'es pas tout le temps là-bas. Et je trouve ça un peu triste pour ces gens-là qui payent. Ouais, souvent, il y en a, ils vont ça comme une échappatoire. La Corée du Oui. Nord, ils mettent en place un protocole de fou pour pas que leur équipe de soccer se barre. Parce que sinon, ils ont déjà eu des fuites. Donc, genre, moi, je comprends l'idée de la représentation. Je savais même pas ça, c'est quand même drôle. Mais, Attends, mais bon. je trouve que Non mais pardon, Ouais, c'est oui, ironiquement drôle. Oui, Mais je trouve que ils subissent quelque chose et je suis assez d'accord avec toi qu'en plus souvent c'est des gens qui sont le plus ouverts même du pays. Ben oui, Ce ben sont parce les que c'est des plus gens qui ouverts, bougent, oui, bougent c'est dans le ça. monde entier, qui voient des gens de partout, qui sont la plupart du temps, qui peuvent pas avoir une vision politique ou une vision, tu sais, admettons, d'acceptation parce qu'ils savent dans quel pays ils sont originaires. Des fois, tu sais, dans le sens que un athlète russe qui va faire la promotion de la communauté LGBTQ, ben peut-être ça lui tente pas, mais peut-être qu'il est d'accord. Parce que, désolé, il a vu dans le reste du monde que il y a des gens qu'il a côtoyé dans son équipe de, je sais pas moi, l'équipe de cyclistes, je sais pas, on va dire de l'Italie. Il y avait quelqu'un qui est homosexuel, puis ça a été un super bon partenaire de brosse, donc il a brossé avec lui, donc il est allé prendre une bière, il a bien aimé et tout, et il a fait, c'est une personne comme les autres, puis la rhétorique russe que j'y ai dans mon pays, que c'est des gens qui sont quasiment le diable incarné ou qui sont malades, il est pas malade, il m'a battu déjà pendant la compétition, et de deux, c'est un humain extraordinaire, donc ces gens-là sont souvent, comme tu dis, très avancés, ou pas avancés, plus ouverts aux gens, et ils payent les frais encore pour une rhétorique politique, et pour vrai, pour avoir parlé à des gens, comme j'ai dit, qui peut-être ne prennent pas les décisions, mais qui sont proches du gouvernement ou au gouvernement, ont comme un sourire en coin en disant ça, en disant ouais, c'est cool. Pas c'est cool, mais genre au moins c'est cette Non, puis je trouve, moi, ça genre ça. c'est la constance qui me On gosse. devrait les là-dedans. laisser, Dans ne le sens serait-ce que ouais. pour. Oui. Et, Genre il y a juste une chose qui là-dedans qui est importante, et je crois que c'est vraiment le problème, surtout pour les compétitions sportives et tout ça comme ça, c'est la constance, dans le sens que si on n'est pas constant dans notre argumentaire à 100%, il n'y a aucune faille, dans le sens que on bannit toute la Russie, mais on laisse les athlètes. C'est une faille dans ton argument, tu as donc tort. Mais c'est faux de le rationaliser comme ça. Et c'est un peu cette affaire-là qui fait en sorte que ces gens-là, que les politiciens ou les gouvernements prennent des décisions comme ça en disant, non, c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il faut que j'aille tout azimut, il faut que j'aille aucun angle mort pour que personne fasse, non, mais j'ai vu que telle chose, toi t'as fait ça, donc tout ton argument vient de tomber. Et moi, c'est ça me fait un peu chier. Donc voilà. Donc je sais pas si. Non mais je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le problème, c'est que le c'est sport. bien là, bière et débat, on a bien respecté le débat. Non mais c'est vrai, c'est Non, mais oui, mais t'as raison. c'est difficile en fait d'être contre ça parce que la responsabilité du sportif est quand même à prendre en compte, mais c'est vrai que pour moi ça va dans un sens et pas dans l'autre. Quand tu es le pays qui est banni, je suis désolé, mais le fait d'être citoyen de ce pays, je me porte pas garant des politiques qui viennent avec. S'il fuit, il va aux États-Unis, on va le laisser jouer, le gars. S'il Voilà. décide de représenter Mais les États-Unis. Il y a eu alors beaucoup de vols, notamment, tu sais, comme dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de vols, notamment à droite à gauche, de sportifs, des sportifs qui changent de bannière. Tu sais, je pense, désolé de revenir à la F1, mais à Max Verstappen qui a la bannière des Pays-Bas alors qu'il est belge. Ouais. Parce qu'il s'identifie plus comme hollandais que comme belge. Donc, derrière, la bannière pour laquelle tu cours est très peu pertinente parce qu'à la fin, ces gens-là ont des programmes qui sont entraînés par des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs qui sont la plupart du temps du monde entier de toute façon. Donc, ils ne représentent pas vraiment leur pays, mais d'un autre côté, en tant que citoyen, nous, on a beau, ce gars-là a beau ne pas se reconnaître comme du pays A, mais tous les membres du pays A font « let's go » parce qu'il vient du pays A, tu vois. Donc, par contre, quand tu vas dans un pays qui, lui,
est moralement répréhensible. Tu sais, je pense à la Hongrie notamment, qui, de par ses lois anti-homosexuelles, etc., pour moi, et toutes ces dérives de toute façon, toutes ces dérives qui l'écartent de la démocratie petit pas à petit pas, et qui l'écartent de la démocratie et de l'Europe petit à petit, font pour moi qu'il y a une certaine responsabilité aussi quand tu vas jouer là-bas. Tout comme, tu sais, je faisais le petit comparatif, si je suis mis sur un dossier de compagnie minière ou quoi, je ne peux pas me déresponsabiliser en disant « Ah bah finalement, c'est dans le cadre du boulot, de ceci, de cela ». Non, tu as participé activement au rayonnement, en fait, de ce pays, ouais. de toutes ces choses-là. Ouais, mais je trouve que... Donc il y a une responsabilisation des participants dans leur action, dans le fait de dire « Je vais volontairement représenter mon pays, par exemple, je vais volontairement jouer dans ce pays ». Et contribuer de part, qu'on le veuille ou non, au soft power du pays qui m'envoie ou qui me reçoit. Moi, je trouve que Hamilton, il joue bien sur ces lignes-là. Ouais. Par exemple, c'est un bon sportif qui arrive à ne pas être d'accord avec les pays où il va, à faire comprendre qu'il vient pour le sport, mais c'est pas pour autant qu'il va back down sur ses idées à lui, et quitte à faire chier. Et comme en plus, c'est plus le meilleur, mais c'est un des meilleurs pilotes de F1. Ça fait qu'avant de le virer, tu vas vraiment y réfléchir 2 fois, tu vois. Puis ça se voit que c'est justement peut-être aussi grâce à sa notoriété qu'il peut faire ça. Ça se voit que il prend à plein cœur son rôle et sa responsabilité de dire oui, je vais à Abu Dhabi, oui, je vais je sais plus où, mais mon casque dessus il y a le drapeau LGBT. Et si vous regardez la F1, vous savez que le casque, on le voit tout le temps, surtout avec les avec le nouvelle caméra là, à l'intérieur et tout. Tu le vois en permanence. Et Hamilton étant souvent un des meilleurs, ils n'ont pas le choix que de le montrer, quoi. Ça serait très problématique de ne pas le montrer. Donc, je trouve qu'il y a un truc de... Le sportif peut aussi être conscient de l'environnement dans lequel il est. Bah voilà, exactement. Et jouer sur ses lignes. Et de toute façon, le pire qui va arriver, c'est qu'il va se faire virer, mais... ça peut lui nuire à sa carrière. Mais ça peut être important, et c'est ça aussi le problème, c'est que tu t'exposes dans ces moments-là. Mais malheureusement aussi, les gars, tous les athlètes ne sont pas des Lewis Hamilton. Puis je vais terminer là. Ah non, mais totalement. Tous les athlètes ne sont pas des Lewis Hamilton. Il y en a des gens qui sont comme nous, qui c'est des travailleurs / il y a des gens qui peuvent pas s'entraîner, qui débutent et tout. Et des fois, tu es obligé, admettons, tu es un Russe, puis le comité olympique russe se dit, on te donne 20 000 par année de plus pour payer tout ton équipement et tout. Si tu veux représenter ton pays et tu n'as pas la chance et il n'y a aucun autre pays qui veut faire de la représentation pour toi, puis tu sais même pas comment essayer de te vendre à un autre pays, dans le sens que tu n'es qu'un simple individu, tu rentres dans le programme russe, puis tu fais go. Je veux être représenté. Et ces gens-là, malheureusement... on dit souvent les Russes, mais les Américains, c'est pareil. Les Américains aussi, mais genre, on prenait l'exemple... Juste que les Russes sont bannis actuellement. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on... Tous les pays jouent sur ça. C'est l'exemple le plus facile à prendre, mais ça veut pas dire que c'est eux les grands méchants. Non, c'est pas ça qu'on... C'est pas que eux les grands méchants, pardon. C'est ça, donc je voulais juste les mettre en contexte. Ils sont pas si bons façon les Russes, parce que dans le match du siècle, ils ont fait égalité avec les Canadiens. Non, ils ont perdu. Non, il y a eu égalité. Non, ils ont perdu. Tant pour moi, encore mieux. C'était 3-1 et ils ont gagné 4-3. Ils sont pas fait exploser, ça va. Ils ont explosé. Excuse-moi, mais quand tu gagnes 3-1... T'es sûr de toi? Je pense que c'est faux. Ok. Donc, voilà. Mais non, mais c'est vraiment bien. Tu vois, c'est drôle parce que je m'étais prévu un petit plan en 4 points, puis finalement, on a utilisé les 2 premiers. Mais je pense que c'est le plus intéressant, justement. Cette question de la géopolitique et du sport va être de plus en plus importante par notamment l'aspect environnemental dont on a un petit peu discuté, mais où on se dit que finalement on a une planète qui est très grande, un capital carbone qui est très petit, qui nous reste à cramer, et on se dit que il faut qu'on repense nos manières de faire, et de par l'environnement, ça nous amène sur toutes les questions sociales. Ça nous amène sur beaucoup de questions, et je pense qu'à l'occasion, on pourra reparler. On refera de toute façon des segments sur le sport. Oui, je pense que si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Et puis après, on va partir sur nos recommandations individuelles. N'hésitez pas à noter en fait ce podcast. Mettez-nous des commentaires, notamment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, des aspects où vous êtes peut-être pas d'accord avec nous, ou alors d'accord avec. Ça peut être dur là, mais avec Astro, j'imagine qu'il peut y avoir des gens qui sont d'accord avec lui. Foutre. Non, je rigole. Mais voilà. Éventuellement, Radi, est-ce que tu veux ouvrir le bal avec tes recommandations ou Moi, j'en ai, si tu veux, en attendant. Ou peut-être commencer par Astro. On commence par Astro. Commençons par Astro. Moi, j'en ai 3. La première, c'est un documentaire sur la FIFA, ça s'appelle FIFA Untold. C'est sur Netflix. C'est un documentaire Netflix quand même, mais sachez qu'il y a quand même des interviews de Sepp Blatter dedans qui donnent spécifiquement pour ça. Il y a quand même beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on n'a pas vraiment parlé du jeu politique de la FIFA, mais ça... c'est vraiment très intéressant. C'est très dans l'actualité puisque un des buts de fin de carrière de Sepp Blatter, c'était d'organiser un match Israël-Palestine pour montrer qu'il pouvait apporter la paix au Moyen-Orient.
Donc voilà, c'est 3 épisodes, ça dure 3 heures en tout, mais c'est des épisodes d'1 heure, puis c'est vraiment bien rythmé et c'est vraiment hyper intéressant. Ça vous montre aussi comment le sport peut permettre à des tout petits pays, notamment Trinidad et Tobago, Oui. qui a plus de pouvoir que par exemple les États-Unis dans les décisions de la FIFA parce que ils ont tiré leur épingle du jeu. Donc c'est un très très bon documentaire à regarder. Bon, après c'est Netflix, donc voilà, faites votre propre avis. De toute façon, dès que vous regardez un documentaire, il faut être conscient que c'est un documentaire et que c'est biaisé. L'autre point, c'était un film feel good que j'aime beaucoup beaucoup. Ça s'appelle Eddie the Eagle. C'est avec Hugh Jackman et Taron Egerton, le mec qui joue dans le film d'espion. Dans Rocketman aussi. Rocketman, mais qui est aussi dans Kingsman. Merci. Et j'avais c'est sur Queensman, j'étais en mode pas du tout. les JO d'hiver de dans les années 70 au Canada. Et c'est un mec, son but dans la vie, donc qui est joué par Taron Egerton, son but dans la vie c'était de participer aux JO. Oh putain. Et Eddie the Eagle, c'est le mec avec les lunettes et tout, en saut à ski, ouais. Saut à ski, comme ça, ouais. Ça s'appelle juste saut à ski. Et c'est un film, ça Sport va vous redonner ça va vous redonner goût à la vie, vous allez être heureux, vous allez être content. C'est un très bon film, c'est très bien joué et c'est tiré d'une histoire vraie. Il utilise un loophole de la Ouais, fédération, de de la fédération anglaise, ouais. de la fédération anglaise, c'est extraordinaire. Pour y arriver Ouais. et c'est vraiment incroyable. Et voilà, c'est vraiment un très très bon film et donc je vous recommande ça. Et évidemment, j'ai pas noté ma troisième recommandation que j'ai oublié, donc je couperai la parole à l'un de vous pour quand elle me reviendra d'un coup. Toi, tu as des recommandations? Tu fais ça, t'es out. Oui, alors mes recommandations, moi, ça va être sur le côté. En fait, ce qui avait donné naissance à ce podcast, c'était tous les rapports un petit peu. Il le publie gratuitement de l'IRIS, donc c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques, donc c'est un institut de recherche géopolitique, et notamment ils ont toute une section sur sport et géopolitique, donc vous faites rapidement une recherche Google, IRIS sport et géopolitique, et donc vous avez pas mal d'arguments qui sont repris par des chercheurs qui mentionnent notamment l'impact de la guerre en Ukraine, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Je pense qu'ils font aussi des vidéos YouTube que je vous avais envoyées individuellement, qui sont très faciles à écouter en 6 ou 7 minutes. Il y a des cours carrément qui sont donnés de ça. C'est un institut vraiment nickel. Et alors là, pour le coup, c'est des gens qui sont politicologues qui parlent de ça. Donc c'est très intéressant. Le deuxième, c'est un film feel good, moi aussi, sur le sport, qui s'appelle Rush, qui retrace la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, donc en 1975-76, un truc comme ça, où le championnat du monde était entre Ferrari et McLaren, et McLaren avec James Hunt et Niki Lauda chez Ferrari, juste après, l'année de son accident au Nürburgring, où il est resté pendant 4 minutes dans une fournaise infernale. À l'époque, les règles de la F1 étaient quand même beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. Et donc, il avait ses poumons qui étaient remplis de vapeur d'essence. Enfin, c'est terrible. Il a dû tout se faire extraire. Et la même année, donc il a raté 2-3 courses. Il n'y avait pas autant de courses que maintenant. Il a continué de courir pour le championnat du monde. Et finalement, vous verrez à la fin. C'est ça, j'allais dire, genre, dis rien. Je vous dirai pas à la fin qui gagne le championnat du monde. Il a son métacarpe cassé et voilà. C'est pas grand chose, ouais. Il prend 6 mois de pause. Fais-toi taper le doigt, puis voilà. Mon homme, là. Niki, il avait la face. Coupe-toi-le, tu le casseras plus comme ça. Il avait la face entièrement brûlée, il se faisait greffer de sa propre peau. Ouais. Avec sa casquette et tout. Moi, je le revois. Moi, je l'ai connu que vieux. Niki, toi aussi, je pense, les images qu'on a vues, on dirait Anakin dans Star Wars 3. Terrible. J'aurais complètement brûlé, le pauvre. Mais comme il disait, puis il le dit aussi dans le film, l'avantage c'est que du coup, grâce à la greffe, il transpirait plus du front. Donc ça l'aidait dans ses courses. C'est un avantage, ça, c'est vrai, ça ne coulait plus dans les yeux. Ouais, ça ne coulait plus dans les yeux. Donc bref, c'est un film qui est incroyable parce que la musique est faite par Hans Zimmer, mais t'es dans une ambiance années 70-80. C'est avec Chris Hemsworth en plus, non? Ouais, Chris Hemsworth, c'est le gars qui joue, et je me rappelle jamais de son nom, c'est le gars qui joue dans Goodbye Lenin. Excellent acteur autrichien, il me semble. Tu vas retrouver son nom rapidement. Mais donc toujours Daniel Brühl. Ah voilà, oui. C'est lui qui joue Niki Lauda. C'est ça. C'est toujours le gars qui joue Zimo dans ça. Donc très intéressant. Il joue au théâtre. Donc voilà, c'est mes 2 recommandations. Est-ce que tu as retrouvé la tienne, Astro, ou on passera? J'en ai une autre sur la voiture, mais non, je garderai pour... Moi j'en fais juste une. Vas-y. Mais j'en fais juste une, mais c'est 2 livres. Donc tu lis, toi?
Oui, je lis. Et on va en faire un bientôt sur la lecture aussi. Donc, les gens, soyez. Je fais un petit tease pour. Oui, abonnez-vous pour ne pas rater notre prochain podcast sur la lecture. Mes deux recommandations, c'est 2 livres. C'est par rapport. C'est peut-être plus pour les gens au Québec, mais même aussi les gens qui veulent s'intéresser aux coulisses du Canadien Montréal, qui est quand même une des plus grandes équipes de la Ligue nationale, au niveau de son histoire, au niveau de la culture, puis au niveau du roulement puis du comment on dit du outreach ou de la prestance qu'elle a dans la Ligue nationale et même en Amérique du Nord. Et Pierre Gervais, qui est le gérant d'équipement du Canadien depuis les années 90, a pris sa retraite il y a 2 ans et a décidé de se vider le cœur et de dire exactement ce qui se passait dans le vestiaire, parce que c'est le monsieur qui prend les chandails, qui prend les culottes protectrices, qui prend les casques. Donc, il connaît tout le monde, il connaît tous les joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley, de passer à Patrick Roy jusqu'à Carey Price, de tout le monde, toutes les grandes figures, et il fait des belles révélations. Et l'année passée, ça a fait vraiment une bombe dans le milieu du sport. Il a dit des trucs que le Canadien a dû se distancer de lui tellement il était comme non, nous on dit rien, on n'accepte pas ce qu'il a dit et il n'y a rien qui est fact-checké ici. Donc c'est sa biographie à lui qui a été rédigée par Mathias Brunet, qui est un journaliste sportif assez reconnu au Québec, et il a fait un 2e livre qui est sorti cette année, qui est la suite, qui s'appelle le premier, ça s'appelle Pierre Gervais au cœur du vestiaire, et le deuxième s'appelle Pierre Gervais en prolongation. Et pour la prolongation, ok, c'est cute. Et c'est la suite de ces histoires. Et il pense peut-être en sortir un 3e. Donc voilà. J'ai retrouvé ma recommandation. C'est une semi-vanne, mais c'est un peu vrai. C'est Rocky 4. Il n'y a aucune vanne. En vrai, c'est une semi-vanne parce qu'il est. Contre les Russes. Oui, c'est très bon. Il est très bon. Celui dans lequel Rocky se bat contre donc, les Russes. Et je trouve que c'est. Ivan Drakov. Ouais, c'est poussé à l'extrême de fou la manière dont c'est présenté. Parce que c'est un film de propagande, clairement, parce que le gouvernement américain finançait les films de Stallone. Mais c'est en 85 ou 83, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti le film. Donc c'est quand même sur la fin de la guerre froide, mais là où il y avait la guerre en Afghanistan. Et c'est Ronald Reagan qui est au pouvoir. C'est Ronald Reagan qui est au pouvoir, etc. Puis ça montre que la politisation du sport passe aussi par la culture pop. Exactement, et c'est un bon exemple d'un blockbuster de comment, en pleine guerre froide, enfin sur la fin de la guerre froide, mais dans les renouveaux des tensions, ils se sont servis du cinéma pour montrer, là évidemment c'est du point de vue américain, mais de montrer comment le sport peut être politisé même jusque dans les films de cinéma, même jusque dans les salles de cinéma. Et je trouve que c'est un film, si tu le regardes avec l'œil politique, c'est fou de se dire que ce film est sorti pendant la guerre froide et qu'ils avaient tous leurs ogives nucléaires braquées les uns sur les autres. Et que le but du film, c'est de montrer que les Américains sont les meilleurs. Et il y a probablement une version russe qui doit exister quelque part inversée du film. Ouais. Mais je trouve que c'est un bon exemple de... Voilà, la géopolitique du sport, ça se passe même à côté de vous, quoi. Et voilà. Oui, parce qu'il y avait des films moins discrets comme Air Force One qui là étaient vraiment ou Top Gun, quoi. Ou Top Gun. Mais c'est vrai que là c'est un peu plus discret. Mais c'est bien, c'est cool. Non, parce que t'as de l'empathie un peu pour Ivan Drakov au début, non, mais après oui. Ouais, à la fin il complètement. Non, je spoil pas. C'est une machine, oui. C'est une machine. Il a plus de points, il a plus de force dans son poing qu'une voiture. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc, c'est-à-dire que Rocky, il faut se dire, à chaque fois qu'il se prend une droite, c'est comme s'il se prenait une voiture qui lui rentrait dedans. Qu'est-ce que Ivan lui dit après la première round? Il dit quand je le frappe, il dit bouge pas, c'est comme si c'était une pièce de fer. Mais il a une déformation, Rocky. Si vous regardez toute la saga Rocky, dans le Rocky 1, vous apprenez que Rocky, en fait, sa force, c'est que en gros, il peut encaisser les coups parce qu'il aura moins de commotion que les autres et que son cerveau... Son crâne il est plus... Ouais, son crâne est un peu différent. Il est plus épais. Mais Rocky 1, génial. Rocky 2, incroyable. Rocky 3, pas ouf. Rocky 4, exceptionnel. Et après, les autres, c'est que de la merde. Non, Rocky 6, Rocky 6, c'est bien. Rocky 5, il a pas payé ses impôts. Hein. C'est ça l'histoire. Ouais, et du coup, il se bat à la fin dans une ruelle tout éclaté, mec. C'est nul, Rocky 5. On fera un truc sur Rocky. Ouais, mais voilà, très bon film. Mais le 4 s'inscrit un peu dans notre truc. Voilà. Ok, parfait. Je pense que c'est un sandwich à pain plat. It's a wrap. C'est un sandwich à pain plat, en tout cas, pour ce podcast. Merci beaucoup du coup pour vos opinions. N'hésitez pas encore une fois à commenter sous la vidéo ou nous laisser des petites questions sur Spotify. Ça a été un plaisir de tourner ça avec vous les copains. Et on se retrouve la semaine prochaine. Tous les jeudis, on a un podcast. N'hésitez pas. Passez une belle journée et à bientôt. Bye. Ciao, bye bye.